Bonjour Kamel Ancien, Bonjour. comment tu vas? Bah écoute, ça va depuis le temps. Depuis le temps, ça fait un petit temps, bienvenue dans le Média Aloha News. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se revoit pour parler de plein de sujets d'actualité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que tu as quand même une carrière assez tentaculaire. Mhm. C'est quoi les activités de Kamel Ancien maintenant? Bah écoute, moi juste après avoir arrêté la musique pendant au moins 3 4 ans, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis recentré sur moi-même. J'ai appris à me connaître, mes erreurs, mes qualités, mes défauts. Je me suis recentré sur soi-même parce que je trouve que pour moi personnellement, à un moment donné, l'être humain, s'il se remet pas en question, bah il va faire tout et n'importe quoi. Donc ensuite, après ça, bah j'ai commencé à investir dans des affaires à droite à gauche, des business comme tout le monde un petit peu. Ensuite, j'ai des frères moi qui ont un club de base, c'est un club de grappling, jiu-jitsu et de boxe anglaise, mais qui date d'il y a très longtemps. C'est un des premiers clubs on va dire en France. On a formé beaucoup de combattants dans le grappling, dans la lutte, dans le jiu-jitsu, et ensuite on s'est axé sur les MMA. Dans les années, on va dire peut-être 2005-2006, on s'est mis dans le MMA. On a formé plusieurs combattants. Ça me prend 60-70% de mon temps. Ensuite, j'ai fait des investissements aussi à l'étranger. En Thaïlande, j'ai investi dans 2 restaurants. Et là, j'en ouvre un troisième depuis 2 jours. Tu es riche, hein? Je riche. C'est l'expression adéquate. Donc, j'ai investi un petit peu en Thaïlande. Et puis voilà, là, je vais investir aussi dans des plans ici sur Paris et prépare mon exil au Maroc. Voilà. T'es quelqu'un qui, durant ta carrière et encore aujourd'hui, qui s'est beaucoup exprimé sur plein de sujets, sans forcément de retenue. Et justement, j'aimerais te parler de ça. Pour prendre un exemple aujourd'hui, actuellement, il y a un génocide à Gaza qui se passe actuellement sous nos yeux. Dans le public, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui lancent même des opérations qui s'appellent blackout. C'est les artistes qui s'expriment pas, on les bloque ou des choses comme ça. Tu penses que, la première question toute simple, est-ce que tu penses que un artiste, quand je dis artiste, c'est toute discipline confondue, en tout cas une personnalité publique, doit s'exprimer sur des sujets de société comme celui-ci? La question, elle est très intéressante, donc faut pas se louper. D'accord. T'as très bien introduit la chose. Tu as parlé de moi à l'époque quand j'étais déjà dans la musique. Je pense que tu t'en rappelles parce qu'on s'était rencontrés à cette époque-là. Ouais. Et que moi, j'ai toujours été on va dire, je me jette pas des fleurs, mais j'ai toujours été un partisan de la Palestine. Déjà, dans mes premiers morceaux, je parlais de Palestine. J'ai participé aux premières manifestations qu'il y a eu sur Paris. Je te parle de ça fait très longtemps, avant 2010. J'ai eu des problèmes, des très gros problèmes avec la LDJ, un mouvement pro-sioniste qui n'a rien à voir avec les Juifs, bien évidemment. Et donc, je connais tout ça. Moi, je connais, c'est sans prétention, mais je connais tout ça. Moi, je défends personne. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont appris des erreurs des autres d'avant. Donc, ils ont des idées toutes faites. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, si je parle de ça, je perds ça. En fait, pour parler franchement sans langue de bois, je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Parce que si ils disent ce qu'ils pensent, on va être agréablement surpris par des personnes qu'on pense qu'ils s'en foutent complètement du sujet, mais en vrai, ils s'en foutent pas. Mais, à côté, comme ils ont, entre guillemets, beaucoup à perdre, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur courage. En cours de route, ils perdent leur courage. Est-ce que je les défends? Je défends personne. Je suis pas là pour tirer sur les gens et me faire tirer dessus. Moi, je suis là juste pour dire que la plupart des gens qui en parlent pas, je pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Je pense que, à un moment donné, un conflit qu'on a, c'est même plus un conflit. Et je suis content parce que le monde entier le voit, qu'on assiste clairement à un génocide. Le premier qui parle de guerre, il est hors sujet. Combien même c'est une personne très intellectuelle, très cultivée. On le voit sur les plateaux télé. On voit des penseurs, des écrivains qui parlent d'une guerre. Donc ça remet en question toute leur crédibilité d'intellectuel. Un conflit comme il y a, qui dure depuis longtemps comme ça, à un moment donné, t'es obligé d'en parler. Parce que c'est l'actualité. Comment ça se fait que tous ces gens-là que tu parlais, que ce soit des chanteurs, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des sportifs, comment ça se fait que quand il y a une hype, comme il dit ça, je déteste ce mot-là, mais quand il y a une hype sur quelque chose, je sais pas moi, n'importe quoi qu'ils voient circuler sur Internet, ils en parlent direct. Et comment ça se fait que quand il y a une hype où on parle
d'un génocide où on voit les images clairement. On est en 2024, on est en train de voir des images qu'on n'a pas vues depuis qu'on existe nous. Moi, j'ai pas vu. Moi, pour voir des images comme ça, fallait que je revienne en arrière pour voir des images, je sais pas moi, qui s'est passé en Tchétchénie avec les Russes ou vraiment aller loin en Irak, tout ce qu'il y a eu. Mais là, à l'heure actuelle, c'est une hype entre guillemets que tout le monde devrait parler, sans gêne, sans se poser la moindre question. Quand je condamnais ces choses-là, on me jetait la pierre pendant des années. Qu'est-ce qu'on te disait en fait concrètement? Moi, en 2004, 2005, déjà, je commençais à dire dans des interviews comment ça se fait qu'on parle pas de ce qui se passe en Palestine, comment ça se fait qu'on n'en parle pas, comment ça se fait. Les gens disaient lui c'est un fou, c'est un pro terroriste. J'ai été qualifié de tout et n'importe quoi. À l'heure actuelle, encore aujourd'hui, en 2024, je reçois encore des messages de haine que c'est des personnes qui me suivent depuis des années parce que ça se voit. La personne qui te parle, qui t'accuse de certaines choses, ça se voit qu'elle te suit depuis ton début. Et moi, je pense que à un moment donné, quand on arrive avec un niveau comme ça de cruauté, normalement, tu dois parler sans hésiter. On l'a vu, là, on le voit actuellement. Il y a des gens qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient parler de ça, qu'ils allaient prendre parti avec la Palestine, on n'aurait jamais pensé. Ils l'ont fait. Des acteurs qui sont amenés, qui sont montés sur les marches de Cannes, on l'a tous vu. Une jolie demoiselle qui est montée. Jamais on n'aurait pensé. Elle, à elle toute seule, elle a eu le courage de milliers d'artistes qui sont ici sur le sol français. Parce que la France, elle a un rôle très important dans ce conflit-là. On s'en rend pas compte. Parce que la France, c'est un vivier de sionistes. Et c'est là qu'il faut que les clashs, ils commencent. Parce qu'il faut qu'il y ait des clashs, en fait. Il faut qu'il y ait des clashs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont peur. Ils ont peur concrètement de quoi? Tu vois, par exemple, toi, quand tu as eu des problèmes avec la LDJ, est-ce que tu as pu déceler, c'est vraiment parce que tu critiquais, enfin, tu remettais en cause, tu parlais de l'histoire, de ce qui se passe en Palestine. Parce que moi, je suis encore un pro-palestinien de ma naissance à ma mort, ça va être comme ça. Pour entrer vraiment dans les détails, des choses que les gens ne savent même pas. Moi, quand j'ai commencé à sortir mes albums solo tout seul, mais moi, on m'a fermé la porte partout. Et au début, je savais même pas que c'était par rapport à ces positions. C'est après que je l'ai su. Parce que pourquoi? Parce que souvent, tu as toujours une personne bien intentionnée qui va venir te voir, qui va dire Kamel, si tu as des problèmes pour entrer dans telle radio, c'est parce que tu as pris position. Parce qu'en fait, je comprenais pas que ma musique plaisait à tout le monde. Physiquement, je passais bien. J'étais pas quelqu'un qui était, tu vois, qui avait une attitude malsaine ou quoi. Et je me disais, mais comment ça se fait que ça bloque de partout? Que ce soit les radios, que ce soit à l'époque, c'était beaucoup les magazines. Mais en fait, ces gens-là, tout était tenu par les mêmes personnes. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Ceux qui sont au-dessus, qu'on n'entend jamais parler, c'est des pro-sionistes. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans n'importe quelle musique, dans le sport. Maintenant, on le voit aussi. C'est toujours comme ça, de toute façon. Nous, on est là, on est les acteurs principaux, mais ceux qui sont au-dessus de nous, c'est toujours les mêmes. Nous, on est là pour amuser la galerie. On est là, les Noirs et les Arabes, et la plupart de nos communautés, on est là pour danser, pour chanter, pour faire des choses. Mais ceux qui sont derrière nous, salam. Et ceux qui sont derrière nous, enfin, ceux qui nous commandent, en gros, qui tirent les ficelles, c'est toujours les mêmes. C'est des sionistes, la plupart. Quand tu dis voilà, les Noirs et les Arabes, etc., on divertit un peu, entre guillemets, est-ce que on peut quand je dis vous, ouais, tu peux. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des éléments de diversion de leur propre communauté? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas si tu t'adresses à une communauté par la musique et par le message qui est, il faut avoir de l'argent, c'est faire diversion d'autres sujets qui sont, je sais pas, le conflit palestinien, etc. C'est exactement ça depuis la nuit des temps. Quand ils ont vu que aux États-Unis, dans les années 70, 80, ça devenait vraiment compliqué dans les ghettos, que ce soit à Brooklyn, que ce soit dans le Bronx, que ce soit partout. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé quoi à nos frères là-bas? Ils leur ont envoyé quoi? Ils leur ont envoyé de la drogue, des femmes, du divertissement, hip-hop, musique, tout ça. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. On le sait très bien. Et nous, on tombe dans le panneau direct parce que pourquoi? Parce qu'on se dit, ça, c'est des milieux qui vont me permettre de faire de l'argent et d'avoir la vie que j'ai toujours voulu avoir. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est bien à un moment donné, mais ces gens-là, ils vont prendre de l'âge et ils vont regretter. Parce qu'ils vont savoir qu'ils ont été juste des clowns et des pantins de ceux qui sont au-dessus. Moi, j'aimerais bien, de mon vivant, voir des gens de ma communauté, même si j'ai rien à gagner dedans, matériellement parlant, mais juste pour mon bien-être à moi et mourir en paix,
c'est de me dire, les mecs de chez nous, ils sont en haut, c'est eux qui contrôlent et qui disent stop. Maintenant, tu vas faire, t'auras pas besoin de parler, t'auras pas besoin de chanter ça. Si tu veux chanter un truc que tu veux chanter, tu le dis. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que c'est toujours pareil. C'est les mêmes qui contrôlent et les mêmes qui se font contrôler. Cette problématique de on ne s'exprime pas, elle arrive aussi dans le milieu rap. Par exemple, dans la culture rap, la posture du pro-palestinienne, c'est la posture de base. Je veux dire, j'ai jamais entendu un rappeur d'être pro-israélien. J'ai vu des rappeurs qui n'en parlent pas parce que, pour X raisons, parce qu'ils connaissent pas. Il y a plein de gens qui connaissent tout simplement pas le conflit et tout. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que, qu'il y a moins d'expression. Même si ça vient. La plupart, ils ont aucune culture musicale, les nouveaux artistes de maintenant. Ils rappent parce qu'ils savent qu'en rappant ce qu'ils font maintenant, ça va leur rapporter. Parce qu'en fait, le live motif d'un rappeur, c'est quoi maintenant? C'est se dire, je suis lourd, je pèse et j'ai de l'argent. Parce qu'ils le disent quand ils ont percé. Mais ils ont aucune culture musicale. Ensuite, ils ont aucune culture générale. Il y a des gens, ils savent même pas que le conflit qu'il y a entre Israël et la Palestine, ça date depuis des années. Ils savent même pas. Il y a même des gens qui connaissent même pas l'histoire même de la Palestine. Comment tu veux que ces gens-là, après, ils prennent position? Parce qu'ils savent très bien que s'ils prennent position et qu'ils vont faire le moindre interview ou quoi en télé, ils vont se faire bousiller par le mec qui va être devant lui. Il faut parler français à un moment donné. Moi, je crache sur aucun rappeur de maintenant. Moi, je m'en fous. J'ai lâché avec ça. J'écoute pratiquement rien de ce qui se fait. Et je me porte très bien grâce à ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le peu de fois où j'ai entendu un rappeur de la nouvelle génération s'exprimer tout ça, on voit directement que on a affaire à quelqu'un de très faible d'esprit. Il n'a aucune culture générale. Et qu'est-ce qui sauve un être humain? Qu'est-ce qui sauve un être humain? Que ce soit, on parle de rappeur, mais on s'en fout, d'un jeune de maintenant. Qu'est-ce qui va le sauver, un jeune de maintenant? C'est l'éducation de ses parents. Il s'en fout de l'éducation de ses parents. Qu'est-ce qui sauve un jeune de maintenant? C'est ses fréquentations? Non, ça va le mettre dans le trou. Ce qui sauve maintenant la jeunesse de maintenant, c'est la culture. S'il n'a pas de culture, s'il n'ouvre pas des livres, s'il va pas à la bibliothèque comme à l'ancienne, s'il se renseigne pas en regardant les bons reportages, s'il regarde pas les bonnes émissions, s'il regarde pas tout ça, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a un petit qui est là. La plupart, c'est des enfants rois. Leurs parents, ils disent amen à tout. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Toi, tu viens, tu dis ton fils, je l'ai vu faire ça, je l'ai vu faire ceci. Il va te réprimander toi. Il va pas engueuler son fils. On parle de quoi? On parle d'une nouvelle société où maintenant, la jeunesse, elle est complètement perdue. On le voit tous autour de nous, que ce soit moi ou juste autour de moi. On le voit dans nos familles, dans nos voisins, on le voit très bien. Donc maintenant, pour en revenir à ta question, si les rappeurs de maintenant, ils prennent pas parti, c'est parce qu'ils ont même pas l'intelligence et le discernement de ce qui se passe maintenant. Tu sais comment c'est maintenant, frérot. Regarde maintenant comment ça se passe. C'est devenu tellement banal. On a normalisé tout sur Internet que maintenant, tu peux être là sur ton fil d'actualité. Tu vas voir une image d'un petit qui se fait tuer, décapiter. Et tu vas, comme ils appellent ça, scroll. Scroll, ouais. Tu vas scroll et tu vas passer. Moi, à mon époque, quand on était jeune et qu'on voyait, à l'époque, on n'avait pas Internet ou quoi, on apprenait juste que quelqu'un avait perdu son fils ou un décès. On en parlait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois au quartier. C'était un événement tragique qui était arrivé pour les proches et les voisins. Maintenant, tout s'est normalisé. On est dans la culture du vide. Est-ce que les artistes doivent s'exprimer? Et je vais plus loin dans cet exemple. Par exemple, je sais pas si tu as suivi dernièrement la polémique de Poupette Kenza. En gros, je pense que des internautes lui ont mis des coups de pression en lui disant tu parles pas de la Palestine, il me semble, des choses comme ça. Elle fait une vidéo sur la Palestine. Elle s'en mêle les pinceaux. Elle dit oui, écoute, j'ai jamais travaillé avec des juifs. Ouais, je l'ai vu. Et donc les gens ils tombent dessus. Puis elle s'excuse. Et elle s'excuse en disant les gars, j'ai fait une maladresse parce que je connais pas on voit qu'elle comprend pas, elle connaît pas le sujet. Après la suite, OK, c'est excusé, OK. Qu'après elle passe un message qui peut être même intéressant où elle dit finalement la communauté musulmane ou les gens qui me suivent ne me soutiennent pas parce qu'on voit bien qu'elle a fait une erreur, quoi, que c'est pas intentionnel, qu'elle a pas voulu dire ça de façon en fait, on voit juste qu'elle connaît rien, quoi. Entre guillemets, sans vouloir lui... t'as donné la réponse, la question, t'as tout fait, t'as fait un album, t'as fait l'intro, les morceaux, t'as tout fait.
ce qui s'est passé avec cette fille-là, en fait, on nage en plein délire. Parce que si maintenant il y a des gens comme ça qui s'expriment sur ce conflit-là, non, là, ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout. Là, on a besoin de personnes. Il y a déjà des personnes qui peuvent parler de ce conflit-là très intelligemment. On a Rima Hassan. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses positions politiques, on peut en parler. Mais comment elle s'exprime sur le conflit? Elle est beaucoup plus intéressante qu'une pauvre petite poupette Kenza qui connaît rien. Moi, je connais pas le personnage. Le personnage ne m'intéresse pas. J'ai rien contre elle. Ça reste une sister. On peut dire ce qu'on veut. Ça reste une sister de chez nous. Et le fait que tu dis que les gens ont tiré sur l'ambulance, c'est tout ce qu'ils savent faire. Elle a pas tort sur ça. Parce que tu m'as dit qu'elle a dit comme quoi vous attendiez que ça, que je me fasse. Moi, je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit. Hein. Elle a fait une erreur parce que c'est un propos antisémite. Elle a fait une erreur parce que elle a même pas à parler de ça, parce que si maintenant les influenceurs et les influenceuses ils commencent à parler de ça, et on sait très bien que déjà leur degré d'intelligence il est pas poussé, on sait très bien que ces gens-là ils comptent que sur leur téléphone et qui sont là, qui vivent que à travers des dramas montés de toutes pièces, on le sait tous. Si elle commence à s'exprimer sur ce conflit-là, qui va nous prendre au sérieux à un moment donné? Qui ça? On a des personnes très intelligentes qui peuvent en parler. Mais sur le fait qu'elle ait dit, en fait, vous attendiez que ça, elle a pas tort. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est ça, c'est que demain, quelqu'un va prendre notre défense. Parce qu'en gros, il prend notre défense en parlant du conflit. Et quand tu es pro-palestinien, tu prends la défense de tous les musulmans. Parce que l'essence même du problème, c'est le conflit, c'est les religions. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu viens et tu parles d'une chose que tu connais pas, qui va nous prendre au sérieux? À un moment donné, faut qu'on arrête. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour parler de ce problème-là. Certes, ils sont un peu boycottés. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est toujours la même chose et on perd espoir à force. C'est que les gens, ils attendent qu'elle se vautre. Ils attendent qu'elle rampe pour venir et la terminer au sol. C'est ça le problème. Parce que si, on sait pas, peut-être que la pauvre, sa nia, elle était bonne. Peut-être qu'elle voulait vraiment dire, écoutez, moi, je bosse pas avec les sionistes, tu vois. Et tu vois, peut-être l'art et la manière, tout ça, c'était, excuse-moi l'expression, à chier peut-être, mais peut-être que son fond, on est qui nous pour juger de ce qu'elle pensait vraiment? Moi, quand j'étais au top de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, parce que je suis toujours resté un peu dans le rap underground, mais c'est vrai que quand je prenais parti avec la Palestine, quand je mettais des drapeaux dans mon clip, tout ça et tout, et qu'on regardait un petit peu les commentaires de nos semblables, qui s'appelaient Mohamed, ou qui s'appelaient Karim, ou qui s'appelaient Mamadou, et j'en passe, les gens, ils critiquaient. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son drapeau de merde? On est en France ici. Le problème, déjà, ça serait bien que déjà, entre nous, il y ait une bonne entente. Il y ait de la positivité et du bon vouloir. Mais quand les gens, ils attendent que tu te vautres, déjà, tu dois, entre guillemets, combattre tous ces gens-là. Et en plus de ça, les tiens, c'est des traîtres et ils tirent dessus. Par rapport à ça, justement, Rima Hassan, elle a répondu par rapport à ça. Ah ouais, j'ai pas vu. Oh, en gros, elle expliquait que justement c'est très dangereux parce que ça détruit des années d'éveil en fait, d'éveil. Et je suis content que tu le dises parce que je savais pas qu'elle avait répondu à ça. Je sais même pas dans quel plateau télé elle a pu dire chez ça. Samzira. Ah d'accord, celui qui fait les interviews. Les interviews. Ouais. D'accord. Ah ok, je suis agréablement surpris qu'ils ont parlé de ça tous les deux. Quand on parlait des gens qu'on n'aurait jamais cru, Samzira il lui a offert une interview où il n'a pas été à charge. Tu vois, comme dans les médias, quand elle est invitée chez LCI, Rima Hassan, elle se fait assez allumer. Lui, il a laissé, il a laissé les propos, il a laissé s'exprimer. Incroyable. Chapeau. Comme t'as dit, c'est très dangereux. C'est comme, par exemple, tu prends des humoristes, parce qu'on a depuis tout à l'heure, on parle de rappeurs, mais les humoristes, ils ont un poids, en vrai. Mais quand tu vois qu'il y a des humoristes de chez nous, originaires de chez nous, beaucoup de Marocains, de chez moi, beaucoup de Marocains. On sait exactement de qui tu parles. Voilà. Ouais. Quand tu sais que ces mecs-là, ils font déjà, ils en parlent pas du tout, parce que ça se voit qu'ils ont peur. Tu prends un mec comme Jamel Debbouze. Frérot, à un moment donné, ça se voit qu'il est en flip. Ça se voit qu'il a peur de parler de ça. Ça se voit. Et en plus de ça, il devient hautain. Il est contre. Tu vois, et genre, limite, si tu viens lui en parler, il peut t'envoyer chier, en fait. Tellement il a pris une confiance de fou. Tu vois? Mais le problème, quand t'as toute cette panoplie d'humoristes avec la nouvelle génération de maintenant, quand tu vois que eux-mêmes, ils font des sketchs pour nous dénigrer, parce qu'il y en a plein, il y a plein de mecs de chez nous, ils
chier sur leur communauté pour arriver là où ils sont maintenant. Je suis désolé. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. On le voit. Le seul problème, c'est que les gens, ils parlent, mais avec des langues de bois, avec des retenues. Ils ont tous peur. Pourquoi t'as peur, mon frère? La personne, elle est là. Elle fait un sketch, ou un rap, ou elle fait du sport, ou elle fait ça. Toi, t'es là, toi, t'es en tant que téléspectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu t'exprimes. T'es obligé, à un moment donné, de t'exprimer. Eh ben, moi, je m'exprime. En plus, moi, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, les gens comme moi, sans prétention, on est des gens dangereux. Parce qu'on n'a rien à perdre, frère. Depuis le début, depuis qu'on a commencé, on n'a rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre depuis le début. Qu'est-ce qui va m'arriver? En vrai de vrai. Ils vont me couper les vivres. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce qu'ils ont réussi à me couper les vivres? Ils ont pas réussi à me couper les vivres. Jusqu'à maintenant, je mange, je dors, je fais ma prière, il y a personne qui m'en empêche, frère. Et il y a personne qui va m'en empêcher. Mais quand t'as des mecs comme Jamel Debbouze, il y en a plein des mecs comme lui. Ça se voit qu'ils ont peur. T'as des mecs comme, il y a un humoriste. Je le vois souvent, il est sur leur plateau télé. Enfin, il fait beaucoup de télé, tout ça. Nordine Bourevera, ou je sais pas quoi, Bougueraba. Redouane Bougueraba. Voilà. Lui, il a fait des émissions avec eux en télé, tout ça. Pourquoi il n'en parle pas? Enfin, pourquoi il ne crie pas sur tous les toits? Parce qu'il peut en parler de temps en temps pour dire, Zama, regardez, j'en parle. Je parle de lui, mais je parle de tous qui sont dans le même niveau que lui. Pourquoi ils en parlent pas en vrai? Mais parce que ils travaillent avec eux. Et ces gens-là, ils ont perdu leur courage en route. Ce qui se dit, si j'en parle, ben je vais perdre tel contrat, tel contrat, tel contrat. Ils sont tous comme ça. Tout le monde le sait. Celui qui te dit non, tu dis n'importe quoi, ils vont te dire quoi comme ils vont trouver quoi comme argument? Ouais, t'es un jaloux. Je suis jaloux de quoi, mon frère? Je suis pas un humoriste. J'ai arrêté la musique. Je suis rien du tout. Donc après, les mecs comme moi, qu'est-ce qu'on fait? On se fait tout petit. On en parle de notre côté. Et comme nous, on n'est plus dans l'actualité, ben, ça a pas le poids qu'il faut. Mais les gens qui ont le poids qu'il faut maintenant, ils ont tous peur. La question que j'aimerais te poser, c'est à un moment donné, tu dis, on sait tous que c'est un conflit religieux. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, tu peux. Dans le sens où, par exemple, je côtoie énormément et je vois énormément par exemple, des juifs qui sont antisionistes et qui disent, nous, on n'est pas dans ça. Du coup, là, c'est peut-être pas des individualités, mais je vois beaucoup d'États musulmans, leur politique, ils ont des contrats diplomatiques avec Israël, il n'y a aucune sanction. Le Maroc, qui depuis quelques mois là, au Maroc, tous les jours, dans les rues, il y a des manifestations. Tu les as vues? Tout le monde les a vues. Le peuple, il est contre ces normalisations qu'il y a eu faites avec Israël. Ils sont contre tous. Moi, je suis un Marocain. Moi, j'ai toujours dit que le Maroc, il faut qu'il stoppe tout de suite ces accords qu'il a avec un peuple qui est en train de commettre ce que personne n'a fait. Ensuite, moi, pourquoi je parlais d'une guerre de religion? Parce que pour moi, à l'heure actuelle, on va prendre peut-être pour un fou, mais à l'heure actuelle, en Palestine, mais en Israël, ils peuvent pas vivre côte à côte. Il faut des générations et des générations pour qu'il y ait une entente. Ce que j'espère. Je dis pas que je suis contre. Sauf que là, avec tout ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui va se passer à Gaza et à Rafah, tout ça là, toutes ces villes-là? Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants là, qui ont perdu toute leur famille, comment ils vont grandir? Parce que là, on se soucie de ce qui se passe en général. Mais après, il va y avoir du cas par cas. Comment on va apprendre à un enfant qui a perdu toute sa famille sous les décombres? Comment lui, on va lui dire, par exemple, non, mais t'inquiète pas, le Maroc, c'est des pro-palestiniens, mais ils ont fait avec ça pour avoir un intérêt qui est dans une montagne cachée derrière une forêt. Ouais. Le gars, il va dire, de quoi vous me parlez? Comment tu veux que ces gens-là, ils vivent ensemble quand les Israéliens, ils ont le 7 octobre dans leur tête? Et comment tu vas vivre avec les Palestiniens qui ont ce qui se passe depuis 7 mois, 8 mois, on va rentrer bientôt dans 1 an de terreur matin, midi, soir. Pour moi, peut-être que quand j'ai dit c'est plus la religion et tout, en fait c'est plus ces deux États-là. En tout cas pour l'instant ils sont pas faits pour vivre je vois ce que tu veux dire. En paix, comme si de rien n'était. C'est compliqué. Est-ce que la lutte pour le droit des Palestiniens, il a évolué dans la société civile? Parce que j'ai l'impression que cette question, elle a dépassé les frontières communautaires. C'est pas que des Arabes ou que des musulmans. Là, je vois énormément de personnes, que ce soit des personnes blanches, enfin de tout horizon en fait, être sensibles, venir à des manifs ou dire quelque chose ou faire quelque chose pour le droit des Palestiniens. En fait, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais en fait là, on n'est plus
Là, on dépasse religion, on dépasse tout, en fait. On dépasse culture, nationalité, pays. Là, on parle humain. Et je remercie les gens d'avoir cette humanité. Parce que quand tu regardes les manifestations qu'il y a sur Paris, 70-80%, c'est des Français de souche qui viennent pour dire stop. Votre petite guéguerre, tout ça, de je sais pas quoi, d'origine, de je sais pas quoi, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de voir ces massacres. On a dépassé complètement ce truc-là. Et peut-être que c'est quelque chose de positif dans un malheur. C'est que là, on voit que il reste des humains. Il reste des gens qui ont du cœur, qui sont faits de chair, de cœur, de sang, de mémoire, des gens qui ont vraiment ce truc de se dire, ah non, c'est comme si, tu vois, à un moment donné, on avait perdu cette humanité. On voyait que voir des pauvres SDF par terre, les gens, ils passent, t'as l'impression qu'il n'y a plus d'humanité. Mais avec ce conflit qu'il y a là, avec toutes ces terreurs qu'on a vues, là, on voit que les gens, ils sont dépassés. En plus, les gens, ils ont donc clairement marre de voir ces images, passer sur leur téléphone, à la télé, dans les journaux, partout. Ils en ont marre de voir ces photos, ces vidéos, ces clichés. Ils en peuvent plus, en fait. Comment tu vois le fait que cette tragédie-là à Gaza a été politisée au sens où, par exemple, tu vois la France insoumise qui est frontale avec la Palestine. Pour moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, qu'un parti politique est aussi frontal au sens, ils disent on recule rien. Ils seront traités d'antisémites par toute la classe politique aujourd'hui. Alors, ça dit quelque chose, c'est assez intéressant, et que qu'il lâche pas le steak en fait. Pour moi, c'est un tournant crucial pour la France insoumise. Pourquoi? Parce que la France insoumise, avant ce conflit-là, moi je parle d'ici à Paris pour moi, ils avaient pas la cote parce que les gens les connaissaient pas. Et encore une fois, avec ces terreurs qu'on voit, avec ce génocide qui est en train de se passer, en vrai de vrai, nous qui sommes ici tranquillement posés dans nos endroits, on est en train de voir qui est qui en vrai. Et je pense que la France insoumise, c'est pas ce que certains croient. Et encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait au début, la culture. Les gens, ils sont pas cultivés. Ils se renseignent pas. Pour eux, ils vont voir une vidéo de quelqu'un de France insoumise qui a sorti à 5-6 ans. Ah, il a dit ça. Faut voir le contexte. Pourquoi il l'a dit. Le pourquoi, du comment. Qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Mais là, quand tu vois la France insoumise, la plupart, comment ils parlent de ce conflit-là, ça se voit. Et tous les hommes politiques, ils veulent récupérer un petit peu de vote. Tu le vois. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est leur métier. Ils sont faits, ils ont été là pour ça. Mais comment ils ont pris ce truc à cœur? Ça se voit que ça dépasse l'envie d'être à la présidentielle, au régional ou quoi. Ça se voit qu'ils ont pris ce truc vraiment à cœur. Je suis désolé, quand tu vois un Bompard, par exemple, Bompard, quand tu le vois en direct à la télé, face à 5-6 mecs qui veulent le tuer clairement, quand tu vois comment il en parle, comment il est décontracté et comment il est frontal, direct, droit au but, tu vois que le mec, il est pas là pour des voix. Tu vois que le mec, il veut que ça stoppe. Ça se voit qu'il est humain, ce mec. Tu les vois tous, toute leur équipe, tu les vois qui sont vraiment touchés par ce qui se passe là-bas. Et comme je te disais, c'est bien parce qu'on peut voir clair dans le jeu de tout le monde maintenant. De toute façon, depuis ce conflit-là, c'est pour ça que, tu vois, je reviens à notre religion, elle est tellement belle. Wallah, elle est tellement belle parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, après la difficulté vient la facilité. Il te dit, dans chaque mal, il y a un bien. Si Dieu, il t'a épargné ça, c'est pour peut-être que tu vas connaître mieux. Et tous, ça nous est arrivé dans notre vie. Il nous a retiré quelque chose, on n'était pas content. J'aurais préféré garder ça. Et ensuite, on s'aperçoit des fois même 3-4 ans après. On se dit, nous, on est trop ingrats, tu vois. On se dit à nous-mêmes. Mais en fait, heureusement que j'ai pas continué avec eux ou avec elles ou avec ceci ou avec cela. Et ben là, ce qui est bien avec ce conflit-là, c'est que malgré qu'il y a des morts, tu vois, il y a des femmes qui meurent. Il y a des enfants qui meurent. Les enfants. Et quand tu vois les enfants qui meurent, c'est des images de fou quand même. Et ben malgré ça, Dieu, il met quand même dedans, tu vois, une bénédiction. Tu vois. Même dans ça, il te met de la joie. Tu te dis, regarde, t'inquiète pas, je vois tout ce qui se passe. Avec ça, vous allez gagner ça. Peut-être que eux, ils vont partir, mais vous inquiétez pas pour eux. Je m'occupe d'eux. Tu vois. Et ben là, en France,
excuse-moi. Là, en France, on voit clairement dans le jeu tout le monde. Moi, je vois des choses qui défilent sur les réseaux sociaux, sur des hommes politiques, comment ils parlent des musulmans. J'ai la haine, frère. J'ai la haine de fou. Mais au moins, ça m'a permis de voir clairement dans leur jeu que la France, à un moment donné, il faut que je parte. Il faut que je fasse ce que mon père, il a fait. C'est mourir d'où je viens. Je peux pas rester ici. Ce qu'ils nous font, c'est de la hagra. C'est de la vraie hagra. Ce qu'on est en train de vivre en France, c'est de la vraie hagra pure et dure. Ils vont trop loin. L'islamophobie, elle a atteint un niveau en France où voilà que c'est chaud. C'est chaud. Moi, j'ai peur pour ma sœur qui est voilée, mes nièces qui sont voilées, j'ai peur pour mes frères qui travaillent la nuit, tout ça, j'ai peur pour tout le monde. Ça fait trop flipper quand tu vois. Et en plus, avec ça, on l'a vu encore plus parce que il y a des hommes politiques, ils en ont profité de ça pour remettre une couche sur certaines choses. Ouais, tu vois. Ils sont là, en ce moment, je vois, il y a une polémique. Ils sont là, ils critiquent l'Algérie, tout ça et tout. Comment ils peuvent critiquer l'Algérie? Comment ils peuvent? Comment tu peux critiquer l'Algérie? Vous avez vu ce que vous leur avez fait? Ils oublient vite. Ils oublient très vite. Ils sont là, ils parlent mal des Algériens. Ouais, les Algériens, ils veulent reprendre de droit ce qu'ils auraient dû, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, frérot. T'as vu ce que tu leur as fait subir? Combien de martyrs ils sont partis? Tu vois? Quand je vois aussi comment ils parlent des Noirs africains, de nos frères, le racisme décomplexé, normal. C'est trop, frère. Mais il y a quelque chose assez intéressant, que ce soit dans les médias ou dans les politiques, ce que tu dis, je peux le voir aussi. Bizarrement, dès qu'il y a une critique du sionisme, par exemple, la FI fait la critique du sionisme beaucoup. Je l'ai vu. Ah bah, on essaie de tout retourner sur les musulmans. Je sais pas si t'as vu la vidéo, il y a Boyard avec un mec barbu derrière. Tu vois, on a fait un truc de ouf. On a fait un débat alors que... Merci beaucoup. Le mec, il était là, mesquine. En vrai, on peut dire au mauvais moment, pas au mauvais endroit, parce que il était derrière une personne qui prend parti pour les musulmans, mais regarde ce que ça lui a coûté. Sa tête, elle est passée partout. Tu vois, là, t'as repris ce que je t'ai dit. Hein. Là, ça a atteint un niveau, c'est incroyable. Et tu vois, ce mec-là, qui a été pris en photo, à son insu, même s'il les attaque et tout, il va rien avoir. Ils vont rien lui faire. Ça aurait été le sens contraire. Ça aurait été, par exemple, une personne juive qui aurait été pris avec sa kippa. J'ai rien contre eux, frère. Il est pratiquant et tout. Moi, j'ai rien contre. Mais au contraire, on a que du respect. Au contraire, on a que du respect envers ces gens-là. S'ils auraient pris un pauvre juif avec sa kippa et on aurait tourné le truc, ouais, mais tu sais, on aurait mis une blague ou un truc comme ça. Tout le monde aurait sauté en l'air. Tout le monde aurait fait n'importe quoi. Tout le monde aurait, ils auraient crié tout ça et tout. Et là, pauvre frère, là, ils l'ont pris en photo à son insu. Il a atterri sur Internet. Même lui, mesquine, il a même pas dû savoir d'où ça vient. Il a dû se dire, c'est quoi ce truc de fou? C'est incroyable. De toute façon, frérot, tu sais, quand tu vois Meyer Habib, quand tu vois comment il se comporte avec de la prétention, de l'orgueil, avec de la frime, il a tout ce qu'on peut détester, il le possède en lui. En une seule personne, il possède 20 caractéristiques horribles. Mais le mec, quand tu vois comment il est en roue libre dans l'assemblée, t'as vu dans l'assemblée comment il se comporte, il se permet de se lever, de venir arracher la feuille d'un mec. Quand tu vois que l'autre, il est en plein, le frérot, là, que j'aime bien, là, comment il s'appelle, hein. Celui qui était en interview, il a débarqué pendant son interview. Lui, ça se voit, c'est une Kaira, lui. Lui, à l'ancienne, ça devait être... Guiraud. Ouais. Lui, Guiraud, je sais pas si tu m'entends, mais toi, c'est sûr et certain, toi, t'as dû grandir dans un quartier difficile. C'est sûr. Parce que comment il est à l'aise. Tu vois, quand tu vois comment il a débarqué, je suis en interview, wesh. C'est comme si là, tout de suite, toi, moi, en interview, il y a un mec qui débarque et, wesh, Kamel, ça dit quoi, t'as fait quoi l'autre jour, t'as fait quoi? Mais on est où, là? Tu vois? Et tout ça, en toute impunité. Non, le 2 poids 2 mesures, il a atteint un degré, mais au-dessus, il y a plus. Mais si je vais même plus loin, parce que quand Guiraud le traite de porc, il y a toute une polémique qui suit après, en disant que qu'il est antisémite. Ouais. Mais en fait, quand il a insulté de porc, à aucun moment, il a fait référence. Son comportement. Il a un comportement de porc. C'est vrai. Les cochons. Voilà. C'est vrai. Quand tu le vois, il te fait penser direct à cet animal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas parce qu'il est juif, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Il aurait pu être athée, musulman ou chrétien ou tout ce que tu veux. C'est incroyable. C'est ça qui J'aurais jamais pensé
de ma vie parler de choses comme ça en plein interne. T'imagines de quoi on parle? C'est un truc de fou, comme c'est un truc de. Je pensais pas que la France elle allait atteindre un niveau tellement bas. Je le dis, il y en a plein, ils vont dire ouais, bah pourquoi tu pars pas, tout ça et tout. La France, c'est pas la France que moi j'ai connue dans les années 90, 95. Après, tout s'est dégradé. Tout s'est dégradé. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, dans la société actuelle, au contraire, il y a plein de gens qui sont en train de se rendre compte que, par exemple, dans les médias, qu'il y a une partialité claire dans les médias, qu'il y a une partialité claire dans les politiques, et que, en fait, eux ici, ils se sentent un peu piégés, où ils se disent, ah, en fait, toute critique d'Israël, du gouvernement israélien, est directement, on te met sur le banc, quoi. L'AFI, si tu regardes un petit peu toute leur sortie médiatique, moi, j'ai rien vu d'antisémite. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens, ils ont peur de parler dans tout. En fait, ils ont créé des peurs. De toute façon, c'est un plan machiavélique qui date depuis l'époque. Si tu veux garder les gens qui soient inférieurs à toi, on va dire, entre guillemets, il faut que tu leur installes un climat de peur. C'est ce qui a été fait depuis longtemps. On nous installe un climat de peur dans tout pour que la personne elle devienne, ah non, faut pas que t'ailles là, fiston, parce que là, si tu vas là, il va t'arriver ça. Ah non, si tu fais ça, ah non, ceci. Ah non, si tu travailles dans ça, tu vas avoir des problèmes. Ah non, ceci. En fait, on installe un climat de peur et c'est comme ça qu'on arrive à garder un peuple. Parce que si la population française se réveillerait de ces peurs qui ne sont que des peurs inexistantes en vrai, elles sont là, mais en fait, elles représentent rien. En fait, c'est comme si toi, demain, t'as peur de t'aventurer dans un lac parce que t'as entendu v'là les histoires sur ce lac, mais en fait, t'as rien à craindre. Et quand tu vas y aller, tu vas dire, ah, finalement, en fait, il y a rien. C'est que des contes qu'on raconte sur ça. Et ben, la France, c'est pareil. Le jour où les gens vont se rendre compte qu'on leur a installé des peurs, qu'on a inventé des peurs pour les tenir, pour les garder. Parce que c'est comme ça qu'il faut. Pour garder un peuple, tu leur installes la peur quotidienne. Comme ça, lui, il va pas aller vers les vrais problèmes existentiels. Il va se tourner vers les fausses. La personne qui est devant BFM TV toute la journée, LCI, CNews, au bout de quelques mois, elle déteste le musulman juste parce qu'elle a regardé cette chaîne. Mais finalement, si cette personne-là, demain, il lui arrive un pépin sur la route, c'est toujours les mêmes qui viennent te sauver quand il t'arrive un pépin sur la route, quand tu crèves. C'est un rebeu ou un Renois de chez nous, ou un musulman, ou un Tchétchène, ou un Daguestanais, peu importe. Un Turc, un Kurde, peu importe. C'est lui qui va venir, qui va te dire, madame, ça va? Vous êtes sûr, vous allez bien? Elle va faire comme ça. Parce que toute sa vie, elle a été formée. Ils ont fait un formatage qui a marché. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'inconnu. Ça a été cultivé depuis des années. C'est un travail de fou qui a été fait. C'est un travail de fou. Et ces gens-là, bah après, ils se disent, elle rentre chez elle, elle se dit, mais c'est quoi, chérie? Et un mec, là, il m'a aidé, ouais. Et alors, bah, tu sais, c'était un rebeu, hein. Là, finalement, il était super cool, le mec, hein. Je pensais qu'il allait me voler, je pensais qu'il allait me gratter quelque chose, ou quoi. Mais en fait, il a été super cool. Il m'a raccompagné jusqu'à la voiture, il m'a changé ma roue, tout ça et tout. Et en fait, c'est là que les gens s'aperçoivent que, en fait, ça a été créé. Tu vois ce que je veux dire? Mais le jour, mais bon, je sais pas si on sera en vie, mais le jour où le peuple va se réveiller, va dire, ça suffit. En fait, ils sont en train de nous mentir depuis le début. Peut-être que là, il va se passer quelque chose. Un retournement de situation. Mais pour l'instant, on est en plein dans les peurs. Toi, tu dis que Les gens qui votent, excuse-moi, les gens qui votent, parce que les gens de chez nous, et ça, c'est un gros problème. Les gens, ils votent pas. Après, tu connais, il y a des gens de chez nous qui vont dire, ouais, c'est haram de voter. Et le mec, il parle sans science. En fait, si on continue à parler là, ton interview va durer 7 heures. Ouais. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que chez nous, on a des gens qui n'ont aucune culture et qui vont te dire ça, c'est interdit, sans rien connaître. Et le problème, c'est ça. C'est que des deux côtés, on a affaire à des gens qui sont là, qui se font les guéguerres, mais les deux ne se connaissent pas. Parce que si on savait l'importance du vote, il y aurait beaucoup de choses qui vont se passer. Et on serait agréablement surpris. À t'écouter, j'ai l'impression que c'est la rencontre et la connaissance qui sont les clés de tout ça, en fait. C'est exactement ça. C'est juste ça. On connaît pas nos ennemis, entre guillemets. On sait même pas comment faire pour les contrer. Juste, on dit, ah, ils nous aiment pas. Ok, ils nous aiment pas. Ok, no problème. Ils nous aiment pas. Mais viens, on fait des choses pour qu'ils nous écoutent. Viens, on fait des choses pour que nous aussi, on arrive à leur niveau et qu'on soit peut-être
au-dessus d'eux un jour. Viens, on essaye. Ils essayent même pas. Tu vas dans les quartiers, en région parisienne surtout. Tu vas parler de vote aux jeunes. Ils y croient plus. Ils y croient même plus. Mais moi, je vais voter. Moi, je vote pas. J'y vais pas. Là, on vient de le voir, hein. Tu vois. La France insoumise, tu vois. Normalement, les gens de chez nous, ils votent pour eux. Normalement, ils doivent se lever, aller voter pour eux. Et c'est là, c'est bientôt. Je crois que c'est le 9 juin. Ouais, c'est ça. Ils doivent se lever et aller voter pour eux. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Va vers le moins pire. Va vers le moins pire. Ça reste des politiques, tu vois. Je les aime bien, mais ça reste des... Le climat anxiogène qu'il y a. Moi, je parle pour Paris parce que j'habite à Paris. À Paris, je n'en peux plus. J'arrive plus. En fait, j'arrive plus à entendre des trucs qui ont été refusés parce que l'autre, son nom, c'est un rebeu. Et je veux plus entendre. En fait, j'ai trop mangé d'islamophobie. J'en ai trop mangé. Déjà, moi, personnellement, j'en ai trop mangé. Et autour de moi, j'ai vu ce que ça a fait comme dégâts. Parce que moi, je connais des gens qui ont voulu s'insérer dans la société. Mais on les a pas laissés. Et ensuite, ils ont mal tourné. Je veux plus. Je veux plus. En fait, je suis arrivé à un level de saturation où au-dessus, faut que je parte. En fait, j'en peux plus. Le climat anxiogène. Mais c'est quoi qui est marrant? C'est que là, j'ai vu une étude réelle, pas une fake, où il y a beaucoup de Français qui partent de la France. Ouais, c'est une vraie étude, ça. Parce qu'ils en peuvent plus. Musulmans, tu parles, hein. Pardon? Ou français tout court ou musulmans? Non. Beaucoup de musulmans. Français aussi. Oui. Français aussi qui partent parce qu'ils en peuvent plus. Déjà, les Français de souche, ils partent parce qu'ils se sentent plus, représentés par les mecs qui doivent être représentés. Pour eux, la France, c'est tous des guignols. La politique, tout ça. Ils en peuvent plus. Parce que aussi, faut pas se mentir aussi. On est obligé de parler de ça. Il y a un climat d'insécurité aussi en France, maintenant. Les gens de chez nous, ils ont pas rigolé, frérot. Les gens, ils ont peur maintenant. C'est compliqué. Maintenant, les jeunes, tout ça, si demain t'as un conflit avec un jeune et tout, ça peut très mal finir. Et la justice, tu ne feras rien, la justice. La justice, ça c'est un autre point d'interrogation. La justice, tu comprends rien du tout. Le gars, je sais pas si on peut parler de ça, mais on va en parler, mais le gars, il a violé, il prend 6 ans ferme, au bout de 3 ans, il sort, il récidive. Frérot, les gens, ils ont des enfants qui commencent à grandir. Quand ils voient leurs enfants grandir, ils disent, non, moi, je veux pas que mon fils, il grandisse dans des conditions. C'est pour ça qu'ils partent. Tu sais que la plupart des gens qui partent, qui ont mon âge, 40 ans passés, ils partent, c'est pour leurs enfants. Ça aussi qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte, qui est très, 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 très intéressant. C'est que les gens partent parce qu'il y a un climat d'insécurité. Et aussi, avec leur nouvelle, tout ce qui nous sort, la transgenre, tout ça et tout. Le gars, il cogite, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, j'ai un pote à moi, Francis, blond aux yeux bleus, religion, il s'en tamponne complètement de la religion. D'ailleurs, à chaque fois que je suis avec lui, on se prend la tête, mais c'est mon pote. Je l'aime, il m'aime. Mais il est parti. Et lui, il a pas parlé dans le vent. Lui, il m'a dit quelques mois avant qu'il partait, je lui ai dit, pourquoi tu pars? Parce que pour toucher quelqu'un, faut toucher à son enfant. Si tu touches à son enfant, tu touches les parents. Il avait du mal à le dire parce que ça reste un vrai Français, tu vois. Il veut défendre son pays malgré qu'il n'aime pas ce qui se passe ici. Il m'a dit, tu sais, il a pris des pincettes. Il m'a dit, ouais, quand même, je vais pas te mentir. Ma fille, elle était à l'école, elle est rentrée, elle a commencé à me poser des questions cheloues. Je dis, ça t'a touché, hein. Je dis, quand c'est ta fille, ça touche. Il m'a dit, ouais, ça m'a touché, mais je me casse. Il est parti. Parti vivre au Maroc. Il m'a dit, ça a 2h30, 3 heures de vol. Je suis à côté de la France. Si j'ai envie de rentrer pour des obligations, je peux rentrer. Il est parti. Il s'est barré. Il y a aussi ça. Il y a plein de paramètres, hein. Pourquoi les gens quittent, hein. Ça n'a rien à voir avec eux. Il y en a, ils vont quitter tout simplement parce qu'il y a du racisme. Il y a des gens tout simplement pour pratiquer leur religion. C'est dur, hein, pour un musulman en France, là. C'est dur, hein. Alors que tu vas pas très loin de la France, tu vas en Angleterre, tu peux te balader en Hamis, Bebar, tout ça. Les gens, ils envoient aucune, ils s'en foutent. Ils te regardent même pas. Moi, j'ai été plusieurs fois à Londres. J'ai vu des connexions à Londres où j'ai été choqué de mes propres yeux. Dans le bus, tu peux voir une meuf piercing de partout et tout, être avec une sœur voilée, en train de délirer, rigoler. Ils vont à l'école ensemble et tout. En France, faut dire la vérité, ça, tu sens un écart.
Tu sens qu'il y a un très très gros écart. Ils en ont fait tout un plat pour la abaya, tu vois. Ils en ont fait tout un plat sur ça. Ils ont fait tout ça. Mais les gens, ils voient ça. Et tu sais quoi, mes enfants, ils grandissent. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ça revient toujours à la même chose. Quand t'as des enfants, tu penses plus pour toi. Tu penses pour tes enfants. Et tes enfants, tu veux pas les voir grandir dans un climat comme celui-ci. Tu veux pas. Pourtant, la France, c'est un très beau pays. Hein. La France, c'est un très beau pays. Avec des vraies cultures. Avec des vrais gens. Il y a des vrais gens en France. Il y a des très très bons Français, frérot. Mais les gens, en fait, ils en peuvent plus de ce climat. Là, tu es en train de compromettre la mission de départ, le grand remplacement. Les musulmans, ils devaient pas grand remplacer la France, je sais pas quoi. Maintenant, tu pars. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça sera sans moi. Moi, je veux pas assister à ça. Je sais pas d'ici là ce qui peut se passer. Peut-être qu'un jour, ils vont envoyer les soldats, tout ça. Moi, je veux pas être dans ça, frérot. Okay. J'ai vieilli. Je peux être un soldat. Je peux être un lieutenant s'ils veulent de loin. Non, c'est fini. Non. Ouais, le grand remplacement, c'est incroyable. Ils sont en train de dire, oui, non, en fait, les musulmans, ils vont nous islamiser, etc. Ouais. Après, il faut parler encore une fois français, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'était raciste. Ça coule dans leur sang, frère. C'était raciste. Un mec comme Zemmour, c'est un raciste. Il est raciste, il a besoin de consulter, lui. Faut qu'il consulte, faut qu'il parle avec un psy. Et un psy élevé. Un gros psy, peut-être qu'il va lui faire... Parce qu'il est pas bien, lui. Toute cette équipe-là, ils sont pas bien. La fille de Marine Le Pen aussi, c'est un raciste, ça se voit. Ça se voit qu'elle a la haine. T'as vu ce qu'elle a dit sur le conflit il y a pas longtemps, il y a quelques semaines? Elle a dit comme quoi c'est une guerre, qu'il y ait des morts, je sais pas, en gros c'est normal qu'il y ait des enfants morts, c'est des racistes. Moi ils me font pitié maintenant. Avec l'âge, ces gens-là ils me font pitié, ils sont mal dans leur peau. Ils sont très mal parce que celui qui est bien dans sa peau, et il y a beaucoup de Français comme ça, c'est celui qui accepte tout le monde. Il marche dans la rue, salut Farid, ça va? Salut Mamadou, ça va? Salut Patrick, ça va? Lui il est bien, lui. Lui, il a rien rentré dans son cœur. C'est des gens qui sont mauvais, c'est tout, c'était raciste. C'était vrais racistes. Eux je pense s'ils pouvaient, s'ils avaient les capacités de le faire, ils nous feraient tous rentrer en charter ou en bateau, hein, comme à l'ancienne. Hein. Ils le feraient. Mais le problème, c'est qu'on rentre où? Des fois, je me pose la question. Si on a grandi, je pense que s'ils savent que t'es marocain, ils vont dire dégage au Maroc, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai un truc à rajouter qui me tient à cœur. En fait, moi, j'ai un gros problème qui se passe en ce moment, c'est de voir des gens de notre communauté se bousiller sur des lives Algérie-Maroc. Faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui font des lives. Et là, je condamne les deux côtés. Hein. Il y a des Marocains de chez nous, c'est des sacrés bâtards, qui sèment la zizanie sur les réseaux. Et du côté des Algériens aussi, il y en a. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de ce conflit-là, pour se jeter la pierre. Ouais, mais vous partisez avec eux, tout ça et tout, intact. Il y a des vérités, il y a des mensonges, il y a tout ça. En fait, on s'en fout. Les gars, faut qu'on soit unis dans tout ce qu'on fait. Si on n'est pas unis dans ça, on va rien faire du tout pour nos enfants. Nous, ça y est, on commence à prendre de l'âge, on commence à vieillir. Mais la jeunesse qui arrive, si vous éduquez vos enfants avec la haine de l'Algérien, la haine du Marocain, la haine du Tunisien, la haine de tout ça, vous allez créer des monstres. Parce que vous êtes des monstres à vous tuer comme ça sur les réseaux sociaux, à vous insulter. J'ai vu des choses sur Internet qui m'ont grave touché. Des deux côtés. J'ai vu des Marocains parler mal des Algériens parler mal des Marocains. J'ai vu des gens se mettre dans la gueule, on va dire, sur Internet. Ça va beaucoup trop loin. Les amis, venez, on est soudés une bonne fois pour toutes. D'accord? Parce que là, ce qui se passe chez nos frères palestiniens, ça dépasse l'entendement. C'est la folie. On peut pas se tirer sur les pattes parce que on n'aura jamais la paix chez nous si entre nous, on se fait la guerre. C'est impossible. Merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir. Et si tu changes d'avis pour le grand remplacement, t'attends, il y a toujours un siège, tu peux venir avec nous. À voir. Dans mon Instagram, je te DM. Tu m'envoies un petit vocal, je crois qu'Amel, là, ça va se faire, là. Merci aussi.